Bonjour à vous tous. Nous voici revenus ensemble pour la deuxième correction en ligne. Par rapport à la première, vous êtes nombreux à m'avoir dit que ça vous a beaucoup aidé. Donc, je vais essayer de refaire une pour l'activité numéro 3 en espérant que pour certains, les choses seront un peu plus claires. D'abord, petit rappel au niveau de nos première étape qui était cette contamination. Donc, je rappelle qu'une contamination peut être faite par des micro-organismes pathogènes quand il y a eu une plaie. C'est ce qu'on appelle la contamination. À l'intérieur, bien évidemment, de l'organisme, les conditions sont présentes et donc les micro-organismes vont pouvoir se multiplier. C'est ce qu'on appelle l'infection. Cette infection va créer une réponse de votre organisme qu'on appelle l'inflammation. Cette inflammation, elle est caractérisée par la sortie de certains leucocytes que l'on voit ici de vos vaisseaux sanguins qui eux-mêmes vont se gonfler et avoir un afflux de sang plus important. C'est pour cette raison que dans les symptômes de l'inflammation, il y a donc la rougeur, le gonflement, l'apparition de douleurs car on a des terminaisons nerveuses qui vont envoyer au cerveau une alerte qui permet de dire qu'un intrus est pénétré à l'intérieur de votre organisme. Ces micro-organismes, ces globules blancs ou leucocytes qui sont sortis des vaisseaux sanguins s'appellent des phagocytes et ils ont la capacité de pouvoir aller chercher, comme on a dit, un micro-organisme grâce à des prolongements cytoplasmiques et de pouvoir, comme on le voit ici, l'ingérer, l'enfermer dans la membrane qui se déforme pour ensuite pouvoir le phagocyter. À l'intérieur se trouvent des enzymes qui vont détruire ce micro-organisme avec le rejet de déchets. En règle générale, cette réaction d'inflammation suffit à éliminer un certain nombre de micro-organismes qui sont rentrés dans votre corps. Cependant, il arrive que ça ne suffise pas et donc on va avoir ce qu'on appelle une réaction immunitaire généralisée, donc une infection généralisée. Et là, c'est une deuxième ligne de défense qui va se mettre en place. On va donc voir cette nouvelle ligne de défense grâce au document que vous aviez eu la dernière fois. Et donc, voici votre sujet. Vous aviez donc vu Monsieur Bobola. Monsieur Bobola n'est toujours pas guéri. Désormais, il ressent une grosse fatigue, a de la fièvre et des ganglions très gonflés au niveau de la gorge. Donc, son médecin lui redemande une analyse de sang et il va conclure à une infection bactérienne. Voilà donc le sujet de départ. Votre mission. Alors, attention, certains d'entre vous n'avaient répondu qu'à la moitié de la question. On vous demande d'expliquer à l'aide de tous les documents que M. Bobola ne doit pas s'inquiéter. Il a une infection généralisée, une angine. On vous demande de créer des schémas qui permettent à M. Bobola de mieux comprendre ce qui se passe dans le corps. Première question, il fallait identifier les cellules et principalement, bien évidemment, les globules blancs, donc les cellules du système immunitaire qui vont attaquer ces micro-organismes pathogènes. Il fallait donc, la difficulté ici était de trouver dans le tableau la colonne qui correspondait à M. Bobola. On avait donc vu ici que M. Bobola avait une angine bactérienne et il fallait donc regarder au niveau de son analyse de sang uniquement tous les leucocytes. Ici, vous aviez dans la deuxième colonne tous les noms des leucocytes, phagocytes, lymphocytes et monocytes. Vous aviez ici la normale avec deux choses, ici par millimètre cube et de l'autre côté en pourcentage. Si l'on regarde les valeurs de M. Bobola, on s'aperçoit que M. Bobola a beaucoup moins de phagocytes neutrophiles et également d'éosinophiles
que la normale. Donc, les phagocytes ne sont pas mis en jeu puisqu'ils ne sont pas suffisants. Maintenant, regardons l'autre catégorie qui sont les lymphocytes. On nous apprend qu'il existe deux types de lymphocytes, les lymphocytes B, mais également les lymphocytes T. Et si l'on regarde, eh bien, Monsieur Bobola a 56% de lymphocytes, alors que la moyenne est de 27%. Il a donc pratiquement, il a le double en pourcentage de lymphocytes B que la moyenne. On peut donc en conclure que les cellules mises en jeu pour combattre cette infection bactérienne, ce sont les lymphocytes B. Les autres documents nous permettaient donc d'aller voir comment M. Bobola allait combattre grâce à son système immunitaire. Donc, on appelle cela des réactions lentes et vous allez comprendre pourquoi. Première étape, toujours nos fameuses cellules sentinelles vont détecter ces éléments étrangers. À la différence de l'inflammation, ces cellules sentinelles ne restent pas à l'endroit. Ils vont quitter le lieu d'infection et migrer vers ce qu'on appelle des ganglions. On voit ici une cellule sentinelle et cette cellule sentinelle, se mettre en contact avec les lymphocytes qui sont stockés dans les ganglions. Les lymphocytes vont donc être alors activés. On va peut-être faire une petite parenthèse sur ce qu'on appelle des ganglions. Alors, voici ici un certain nombre d'organes qui sont des organes qui permettent la production de globules blancs et de leucocytes. Ils sont au nombre de deux, ces lieux de formation. Il y a ce qu'on appelle le thymus qui se trouve à cet endroit-là entre les deux poumons et il y a dans tous vos os ce qu'on appelle la moelle osseuse qui va permettre de créer ces fameux leucocytes. Mais également, pour que la réaction se fasse quand même le plus vite possible, il existe des lieux de stockage et de multiplication de ces leucocytes. Il y a par exemple les ganglions lymphatiques du cou que l'on trouve ici, les ganglions lymphatiques de l'aisselle, la rate fait partie également de ces lieux de stockage importants. On a aussi des ganglions lymphatiques abdominales, des ganglions lymphatiques de l'aine. Donc, notre corps est parcouru d'un système lymphatique dans lequel va circuler les globules blancs principalement. Et donc, elles sont stockées dans ces fameux ganglions. C'est donc pour le cas de M. Bobola, ce sont donc au niveau des ganglions lymphatiques du cou que les cellules sentinelles vont prévenir les lymphocytes. Ces cellules sentinelles ont donc prévenu les lymphocytes T. Ces lymphocytes T sont au nombre de 3. Principalement d'abord des lymphocytes T activateurs et dans le cas de figure de M. Bobola qui avait une angine bactérienne, je rappelle, vont alors activer les lymphocytes B. Ces lymphocytes B vont se mettre à se multiplier dans le ganglion et donc le ganglion va gonfler. C'est pour cette raison que le médecin va vous palper au niveau du cou pour pouvoir voir si ces ganglions sont gonflés et donc si le système immunitaire est en train de se mettre en place. Une fois que ces lymphocytes B se multiplient, ils vont pouvoir produire ce qu'on appelle des anticorps. Ces anticorps étant spécifiques d'un antigène. On va voir ça tout à l'heure, je vais mieux vous l'expliquer. Les anticorps sont donc des molécules, c'est extrêmement important, produits par des cellules. En même temps que ces lymphocytes se multiplient, un certain nombre de ces lymphocytes B vont rester en mémoire dans le ganglion. Et on verra par la suite au prochain chapitre que c'est extrêmement important. Si M. Bobola n'avait pas une angine bactérienne, mais une angine virale, en plus des lymphocytes B, les lymphocytes tueurs, T tueurs, auraient été également activés. Ces lymphocytes T tueurs ont une autre capacité. Ils vont, eux, se lier à la cellule qui a été infectée par le virus. Je rappelle qu'un virus rentre à l'intérieur de votre cellule, donc pas du tout la même façon
de procédé qu'une bactérie et donc vont détruire la cellule infectée. Autre document que vous aviez, c'était le nombre de lymphocytes en fonction du temps par rapport à l'infection. On appelle ça une réaction lente, puisque si vous regardez les valeurs, les lymphocytes B commencent à être produits qu'au bout de 5 jours après l'infection. Il faut, on le rappelle, que les cellules sentinelles aillent prévenir les lymphocytes B dans les ganglions, qu'il faut se multiplier, qu'une fois que ces lymphocytes B se sont multipliés, vont produire les anticorps. Et on voit bien que le haut de production de lymphocytes se situe aux environs de 10 et 11 jours. Donc, c'est ce qu'on appelle une réaction lente. On verra, on fera le parallèle avec le Covid-19, où une des raisons de l'incubation fait partie du fait que, voilà, on ne peut pas diagnostiquer clairement tant qu'il n'y a pas eu de production d'anticorps. Et donc, on peut bien essayer de diagnostiquer quelqu'un dès le début, eh bien, on n'aura pas de traces d'anticorps et ni de lymphocytes B. On remarque que les lymphocytes T, eux, mettent plus de temps et n'ont pas une production aussi importante. Donc, pour les virus, il faut que les deux soient couplés pour qu'il y ait une réaction du système immunitaire. Si je reviens maintenant sur nos lymphocytes B qui produisent des anticorps, vous aviez un document qui vous permettait de voir justement l'anticorps en 3 dimensions, c'est-à-dire la molécule, qui est une molécule très spécifique et qui est en règle générale représentée en forme de Y. La spécificité de l'anticorps correspond au site de fixation. Ce site de fixation va donc différer d'un anticorps à un autre en fonction de l'antigène qu'il doit détruire. Ce document est plus compliqué, donc on va revenir, excusez-moi, j'ai un problème au niveau de mon document. Voilà, on va revenir donc sur ce document ce logiciel qui va nous permettre de réitérer tout ce qu'on vient de dire. Donc, si on reprend le rôle des lymphocytes B, ces lymphocytes B sont particuliers puisque seuls ces lymphocytes B peuvent produire des anticorps. Ils peuvent reconnaître un seul type d'antigène, c'est ce qui se passe à cet endroit-ci, et on peut voir que la liaison entre l'antigène et le lymphocyte se fait comme une clé et une serrure. On voit ici que le lieu de fixation a un trou qui correspond à la forme d'un carré et seul le carré va pouvoir se fixer ici. Donc, alors là, il y a une petite erreur dans leur document puisque bien évidemment, ce n'est pas le lymphocyte B, c'est la cellule sentinelle qui va aller prévenir dans le ganglion lymphatique comme on a dit, et qui va permettre la multiplication de ce lymphocyte B. Une fois que ce lymphocyte B va se multiplier, comme nous l'avons dit tout à l'heure, un certain nombre d'entre eux vont créer des lymphocytes B spécifiques qui vont produire des anticorps, mais nous avons ici également nos fameux lymphocytes B mémoire qui vont se rappeler d'avoir rencontré à un moment donné ce micro-organisme, ce micro-organisme pathogène. Donc, fabrication de ces fameux anticorps, donc des molécules et fabrication du lymphocyte B mémoire. Regardons maintenant au niveau des lymphocytes T. Donc, ce lymphocyte T est particulier puisque lui ne va aller détruire que la cellule capable de produire des antigènes. Alors, excusez-moi.
Donc, si je reprends, cette cellule est en fait une cellule qui a été infectée par un virus et donc elle présente en surface l'information comme quoi elle n'est plus entre guillemets une cellule de l'organisme et le fameux lymphocyte T activateur va venir se positionner dessus et donc reconnaître l'élément comme étranger. Il va donc demander donc ensuite un certain nombre de lymphocytes T qui se trouvent dans le ganglion lymphatique de se multiplier à leur tour. Et donc, ils rentrent à l'intérieur du ganglion lymphatique, préviennent les fameux lymphocytes T qu'il faut se multiplier. Ces lymphocytes T vont donc repartir du ganglion pour pouvoir aller sur les lieux où se trouvent les cellules infectées. Et donc, comme pour tout à l'heure, donc on a ces fameuses lymphocytes T tueurs, les cellules tueurs qui se mettent en contact, si elles le veulent bien, voilà. Donc ça, on appelle ça cellule cible, mais c'est plutôt cellule infectée par le virus. Et donc, elle va envoyer à l'intérieur des enzymes qui vont détruire la totalité de la cellule. Alors, on a également un des lymphocytes mémoire. On va revenir maintenant sur quelque chose d'important également, c'est les anticorps. Et donc, ces anticorps ont vraiment une spécificité. Certains d'entre vous, vous avez très bien réussi à me faire les schémas. Donc, les anticorps sont en forme de Y. On a donc ici deux types d'anticorps, un anticorps antidiphthérique et un anticorps anti-tétanique. On voit qu'ils ont tous les deux une forme en Y, mais on voit que le lieu de fixation pour la reconnaissance justement de l'antigène est différent. Ici, on a une forme de carré, ici, on a une forme arrondie. Il y a donc bien une spécificité pour chaque anticorps ne pouvant aller se fixer que sur un antigène précis. L'antigène est donc une molécule qui se trouve en surface. Donc, bien évidemment, là, c'est exagéré. Et donc, là, on se rend compte qu'on a trois types de bactéries différentes. La bactérie de la diphtérie a ici des antigènes en forme de rond. Ici, par exemple, la bactérie de la tuberculose a des antigènes en forme de triangle. Et la bactérie du tétanos a des antigènes en forme de carré. Je rappelle toutefois également que les bactéries sont capables de produire des toxines et les toxines sont également considérées comme des éléments étrangers et donc des antigènes. Et donc, je rappelle que c'est ces toxines qui vous rendent malade, qui donnent les symptômes et donc c'est elles qui vont pouvoir être également neutralisées. Ce fait-là est important, c'est lorsque l'anticorps va venir se fixer sur l'antigène, eh bien, la bactérie va être neutralisée, c'est-à-dire qu'elle ne va plus pouvoir produire de toxines. À partir de ce moment-là, si elle ne produit plus de toxines, vous n'avez plus de symptômes, donc vous n'êtes plus malade en soi, mais en aucun cas vous n'êtes guéri, puisque potentiellement les bactéries sont encore présentes. Donc on voit que le premier anticorps a été testé et il n'est pas le bon, donc il ne peut pas neutraliser cette bactérie. Voici le deuxième anticorps qui, lui, va pouvoir neutraliser la bactérie. On remarque qu'on peut fixer à partir de plusieurs anticorps, plusieurs bactéries, et c'est ce qu'on appelle une agglutination. Ils s'agglutinent, ils se retrouvent tous au même endroit, et donc on parle de complexe antigène-anticorps. Et vous verrez que pour la suite du prochain chapitre, c'est une notion importante. Une fois que les bactéries sont neutralisées, eh bien notre ami éboueur, si vous vous rappelez bien, macrophage ou phagocyte, c'est la même cellule, va venir et va
avec ces prolongements cytoplasmiques, récupérer la totalité du complexe antigène-anticorps et grâce à ces enzymes vont pouvoir détruire la totalité. Cette réaction est extrêmement rapide et va donc permettre donc de pouvoir s'il vous plaît, de pouvoir détruire la totalité des micro-organismes qui vous rendent malade. Bon, j'espère qu'avec ce logiciel, avec les explications, vous avez mieux compris. Je pense que c'est un petit peu long, mais l'avantage, c'est que vous pouvez vous arrêter, revenir en arrière hein, et reprendre. J'aimerais pouvoir avoir un retour, si c'était possible, pour me dire si ça vous a aidé ou pas par rapport à ce chapitre. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite de bonnes vacances puisque je rappelle que nous sommes en vacances à partir de ce soir. Merci beaucoup. Au revoir.